Bienvenue à tous et merci beaucoup d'être là. Au passage, vous pouvez retrouver cette vidéo et d'autres contenus sur mon Substack et mon Patreon à l'adresse worldaffairsandcontext.com. En ce moment, j'offre une réduction de 20% sur l'abonnement annuel. Il suffit d'utiliser le lien dans la description de la vidéo ci-dessous pour rejoindre notre communauté. J'adorerais vraiment vous y retrouver. Pour l'Union européenne, les choses deviennent incontrôlables. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans un tournant des événements surprenants, Luke Hub, inquiète des perturbations causées par la guerre d'agression menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, cherche désormais à inspecter le gazoduc Druzhba. C'est le même gazoduc qui a été bombardé par l'Ukraine et qui transporte le gaz russe vers l'Europe, tandis que Zelensky en Ukraine continue de bloquer cette initiative. En termes simples, l'Union européenne commence clairement à prendre conscience du fait qu'elle va devoir recommencer à acheter de l'énergie russe simplement pour survivre. Le 3 mars, les prix du gaz européen ont grimpé en flèche, atteignant $745 pour 1000 m3 pour la première fois depuis janvier 2023, après que l'Iran, comme il l'avait annoncé, a bloqué le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, il y a une autre vidéo sur ma chaîne où j'explique l'importance de ce point d'étranglement pétrolier mondial, le détroit d'Ormuz. Allez la voir si ce n'est pas déjà fait. En une seule séance de trading, les contrats à terme au hub néerlandais TTF ont bondi de 45%, provoquant une onde de choc sur les marchés énergétiques européens. Bien que les prix se soient ensuite stabilisés autour de $700 pour 1000 m3, cette flambée a marqué l'un des mouvements à court terme les plus spectaculaires depuis la crise énergétique de 2022, soulignant clairement à quel point les marchés mondiaux restent vulnérables aux chocs géopolitiques. Cette hausse a bien sûr suivi une escalade rapide au Moyen-Orient. Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé une vaste opération militaire non provoquée contre l'Iran, frappant plusieurs grandes villes, dont Téhéran. Je viens de discuter de la guerre en Iran avec le Dr Michael Hudson lors d'un entretien. C'était une conversation absolument fascinante. Je vous recommande vivement d'y jeter un œil ensuite. La menace iranienne sur la navigation dans le détroit d'Ormuz a été, sans aucun doute, la mesure la plus lourde de conséquences économiques. Et ce corridor maritime étroit, à l'embouchure du golfe Persique, transporte environ 20% du commerce mondial de pétrole. Et bien sûr, c'est aussi une voie importante pour le gaz naturel liquéfié qui transite par ce passage. Les responsables iraniens ont averti que les navires tentant de franchir le détroit pourraient être pris pour cible. Même sans blocus physique complet, la menace à elle seule a suffi à ébranler les marchés de l'assurance, à perturber le trafic des pétroliers et à pousser les traders à des achats paniqués. Les marchés de l'énergie intègrent le risque instantanément, et c'est exactement ce que nous venons d'observer. Ainsi, la possibilité d'une perturbation prolongée s'est rapidement reflétée dans les contrats à terme. Et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les Européens ont constaté cette flambée des prix de l'énergie. Aggravant cette crise, Qatar Energy a annoncé la suspension de la production de GNL à la suite de frappes aériennes iraniennes. Le Qatar est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de GNL, avec une capacité de production annuelle de 67 millions de tonnes et des projets d'expansion à 142 millions de tonnes, soit presque le double. Bien que la plupart des exportations d'énergie du Golfe soient destinées à l'Asie plutôt qu'à l'Europe, les marchés mondiaux du pétrole et du gaz sont profondément interconnectés. Toute perturbation de l'approvisionnement dans une région resserre les équilibres mondiaux et fait grimper les prix de référence à l'échelle mondiale. Le Brent a fortement augmenté lors des premières transactions et le gaz européen a suivi la même tendance. Plus cette crise se prolonge,
plus cette guerre de choix, menée par l'administration Trump, continue, plus nous verrons de perturbations sur les marchés mondiaux de l'énergie. Ces développements ont bien sûr rouvert un débat sensible et assez scandaleux au sein de l'Union européenne sur la sécurité énergétique. Les États membres de l'UKIBO avaient auparavant approuvé un plan visant à éliminer progressivement les importations de gaz russe d'ici 2027, dans le but de mettre fin à leur soi-disant dépendance à la Russie et de commencer une nouvelle dépendance envers les États-Unis. D'ailleurs, ils ont approuvé cela fin janvier. Cependant, avec les approvisionnements du Moyen-Orient désormais menacés, certains responsables politiques européens reconsidèrent si le calendrier pour couper le gaz russe reste réaliste. La Norvège, qui est actuellement le plus grand fournisseur de gaz de l'Europe, est responsable d'environ 30% de la demande de l'UMEOR, a indiqué que les turbulences géopolitiques pourraient relancer les discussions sur la diversification des approvisionnements et la planification d'urgence. En termes simples, l'UMEOR envisage désormais comment sauver la face et comment se remettre dans les bonnes grâces de la Russie. Car de manière surprenante, elle a besoin de l'énergie russe pour survivre. Elle ne peut plus compter sur des sources alternatives, comme on le voit clairement à travers la rhétorique de la Norvège. Les rapports indiquent que l'ULEBEO dispose de réserves stratégiques de pétrole conçues pour durer environ 90 jours. Néanmoins, le bloc reste fortement dépendant des combustibles fossiles importés. Environ 60% de son GNL provient désormais des États-Unis, tandis que le Qatar en fournit une part plus modeste, mais toujours significative. La préoccupation plus large est que la dépendance s'est déplacée géographiquement plutôt que d'avoir diminué structurellement. Comme l'a suggéré le Dr Michael Hudson lors de notre entretien, la durée du conflit déterminera clairement la gravité des conséquences économiques. Une perturbation de courte durée pourrait n'injecter qu'une prime de risque géopolitique temporaire sur les marchés. Cependant, un conflit prolongé, ce vers quoi la situation semble évoluer, durant des semaines ou des mois, commencerait à éroder les stocks, à mettre à rude épreuve la logistique et à resserrer considérablement les équilibres mondiaux du pétrole et du gaz. Un tel scénario pourrait entraîner des prix durablement élevés, une pression inflationniste renouvelée aux États-Unis comme à l'échelle mondiale, et provoquerait clairement un stress supplémentaire sur les économies européennes déjà très fragiles. La crise met également en lumière un problème structurel plus profond que je souhaite souligner. L'Europe importe la grande majorité de son énergie. Elle dépend fortement des importations d'énergie et il n'y a pas moyen d'y échapper. Elle doit simplement trouver comment concilier ses préoccupations en matière de sécurité énergétique avec les réalités du terrain. Chaque choc géopolitique, qu'il provienne d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient ou d'ailleurs, met en évidence la vulnérabilité de l'ULEBEO face aux perturbations de l'approvisionnement énergétique. Si les réserves d'urgence et les contrats diversifiés offrent des amortisseurs à court terme, la résilience à long terme nécessiterait une production nationale accrue d'énergie renouvelable. Cela signifie bien sûr qu'il faut investir des sommes considérables dans les infrastructures, les développer et les rendre plus efficaces. Ces deux aspects exigent un financement substantiel. Moins l'Europe consommera d'énergie et plus elle en produira localement, moins elle sera exposée aux conflits géopolitiques extérieurs. Mais pour y parvenir, l'Europe doit travailler très dur à sécuriser son approvisionnement énergétique. Et il s'avère que c'est très difficile à faire sans coopérer avec la Russie, qui est en mesure de fournir une énergie fiable à un prix efficace et compétitif. Pour l'instant, les marchés restent très volatiles. Et la trajectoire future dépend largement de savoir si la guerre de choix de Trump et d'Israël s'intensifie davantage ou si les canaux diplomatiques se rouvrent. Et bien sûr, cela reste à voir.
Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à consulter davantage de contenu sur mon Substack et mon Patreon. J'aimerais vraiment vous y retrouver et j'apprécie profondément chacun d'entre vous qui est devenu abonné payant. Merci infiniment pour votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez, et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous.